Saint-Pétersbourg, 6 heures du matin. Nous avons rendez-vous avec Andrei Zykov, un ancien inspecteur de la brigade financière de la ville. Bonjour. L'homme, aujourd'hui à la retraite, a fait de la lutte anticorruption son cheval de bataille. Avec lui, nous partons à la recherche de ce qui serait la dernière demeure de luxe du président russe. Merci. Le golfe de Finlande. Nous roulons plein nord, en direction de la frontière finlandaise. C'est ici, entre mer et forêt, sur une presqu'île isolée, que la villa se cacherait. Après 3 heures de route, nous semblons approcher du but. Les maisons luxueuses se succèdent, cachées à la vue des curieux par leur clôture. Selon nos informations, la villa du président russe se trouverait sur la commune de Lodochny, mais bizarrement, personne ne semble pouvoir nous indiquer le chemin. Bonjour, Lodochny, c'est loin? Ah, vous ne savez pas. C'est par là, Lodochny? L'endroit est très bien. Plus il est difficile de trouver l'endroit, mieux c'est pour eux. Sans personne, ils se sentent plus en confiance. Eux, ils n'ont aucune envie de se retrouver avec du monde. Pendant plusieurs heures, nous errons, quand un habitant nous donne une indication. On cherche la maison de Vladimir Poutine. C'est du côté de Viborg. Vous verrez le panneau Zimino. 30 km, c'est goudronné. Ok, merci. Nous trouvons finalement le chemin d'accès. La nuit est tombée. Ici, la route est bonne. Nous nous rapprochons. L'endroit est très beau de ce que l'on voit. Ici, un président peut venir séjourner et se faire une belle base de repos. Regardez la clôture alors qu'il n'y a rien autour. Et tout est fermé. Voilà, ça doit être là. L'accès est solidement fermé. Impossible d'aller plus loin. Ce qui se cache derrière cette barrière et la forêt, c'est cela. Un vaste complexe résidentiel que l'opposition russe a réussi à filmer avec un drone. Maison de service, 3000 m². Héliport. Maison des invités, 1500 m². Et au meilleur endroit, bien caché, la maison du maître des lieux. 745 m² et 1500 m² de desserte. Les aménagements sont à la hauteur du standing présidentiel. Une vaste piscine intérieure, un salon luxueux avec billard et pour les moments de travail, ce bureau dominé par le symbole du pouvoir en Russie, l'aigle à 2 têtes. Au total, plus de 48 hectares qui seraient désormais réservés à l'usage unique du maître de la Russie. Depuis son accession à la tête du Kremlin le 1er janvier 2000, Vladimir Poutine multiplie les signes extérieurs de richesse. Hurrah! Comme ces dizaines de montres de luxe qu'il collectionne, certaines valant jusqu'à 400 000 €. Mais il y aurait aussi ce yacht à plus de 25 millions, ou encore ce gigantesque palais estimé à 1 milliard d'euros. Comment le président russe, qui gagne environ 150 000 € par an et n'a fait carrière que dans la fonction publique russe, peut-il s'offrir un tel train de vie ? Il a passé les 17 dernières années de sa vie à accumuler une énorme masse d'argent. Pour moi, il possède 200 milliards de dollars. Cette fortune aurait-elle été acquise grâce à la corruption ? Quand vous regardez l'entourage de Poutine, ses amis de toujours, ils ont fait tellement d'argent. C'est impossible de gagner autant avec des investissements honnêtes, c'est impossible. Jusqu'où le président russe serait-il prêt à aller pour garder le pouvoir et protéger ses intérêts ? Sacha était bien informé et cela n'était pas bon pour Poutine. Et il n'allait pas se taire, ce que Poutine a compris. Enquête au cœur du Tsar System.
Tout commence à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie. C'est ici que naît Vladimir Vladimirovitch Poutine en 1952, dans une famille ouvrière. En 1970, âgé de 18 ans, il intègre les services secrets russes, alors appelés KGB. Il y fait carrière. 2 décennies plus tard, en 1991, le système soviétique s'effondre. Le maire de Saint-Pétersbourg lui propose de devenir son adjoint. Vladimir Poutine quitte le KGB et aurait alors perfectionné le système existant, la corruption. Dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, vit un homme qui aurait bien connu ce système, Franz Sedlmayr. Au début des années 90, il monte à Saint-Pétersbourg une société de sécurité qui forme la police locale et la fournit en équipement. Un contrat signé sous le patronage de Vladimir Poutine. Mais très vite, des policiers tentent de l'exproprier. Des types sont venus 6 mois après le début de l'entreprise. Ils ont dit qu'ils avaient des projets pour nous, comme par exemple changer les managers de la boîte. J'ai répondu que tant que je serais président de la compagnie, ce n'était pas possible. On était partenaires, mais c'est moi le patron qui décide qui travaille ou pas dans la boîte. Comment expliquer que la police essaie de vous exproprier? Nous étions une compagnie qui marchait bien et qu'ils espéraient avoir pour eux-mêmes. Franz Sedlmayr prend alors rendez-vous avec l'adjoint au maire, Vladimir Poutine. Je suis allé voir M. Poutine et sa réaction a été intéressante parce qu'il m'a dit que ce n'était pas son problème et pas le problème de la ville. Et sa réaction a été qu'il ne voulait pas interférer dans une dispute entre des partenaires de business. J'ai dit « Ok, pourquoi ça ?» Et il a répondu clairement qu'il avait assez de travail à faire pour protéger les intérêts du maire vis-à-vis des organes du pouvoir. J'ai compris basiquement qu'il y avait des relations de travail spécifiques dans la ville, pas aussi normales qu'ailleurs, disons-le comme cela. Vladimir Poutine aurait alors suggéré au jeune entrepreneur Franz Sedlmayr, ici à droite, certaines initiatives pour rester propriétaire de sa société. Nous devions développer nos contacts avec les politiques pour pouvoir survivre dans ce marché après les investissements. Et pour faire cela, il fallait que je cultive ma relation avec Vladimir Poutine. Et comment avez-vous fait alors? Eh bien, je lui ai dit que nous n'étions pas les ennemis de la ville, que nous étions amis et que nous étions prêts à contribuer au budget de la ville, ce que nous avons fait. Et nous avons décidé aussi que nous devions sponsoriser une équipe pour les Goodwill Games qui allait se tenir dans la ville en 1994. Et on a fait une donation de plus d'$1 million à la ville de Saint-Pétersbourg. Malgré sa bonne volonté, Franz Sedlmayr a finalement été exproprié et a dû quitter la Russie. Depuis, il est en procès avec l'État russe pour se faire indemniser. Vladimir Poutine, lui, ne se serait pas seulement servi dans les caisses des entreprises. Le système de corruption qu'il aurait mis en place se serait également fait au détriment de la population. En 1991, Saint-Pétersbourg, toujours sous le choc de la chute du mur, meurt de faim. Vladimir Poutine est alors chargé d'approvisionner la ville en nourriture. Pour remplir les magasins, un système d'échange se met en place avec les pays étrangers, des matières premières comme le pétrole ou le bois contre de la nourriture. Problème, les matières premières quittent le pays, mais la nourriture, elle, n'arrive pas. Andrei Korchagin est un ancien élu de Saint-Pétersbourg. Nous le rencontrons à Londres, où il a obtenu le statut de réfugié politique. En 1991, alertés par ces dysfonctionnements, des députés d'opposition montent une commission d'enquête parlementaire et découvrent un système de fraude. Les matières premières ne sont pas échangées mais vendues. Les députés cherchent à savoir à qui profite le crime.
C'est une copie des infos rassemblées pour la commission d'enquête parlementaire. Quand les députés locaux ont essayé d'enquêter sur l'ensemble des machinations qui se sont produites, aux questions de la commission, on voit bien la fraude conçue pour permettre à quelqu'un de s'enrichir. Et ils ont accusé Poutine de machinations illégales portant sur des centaines de millions de dollars. C'était des sommes énormes. La commission estime alors le montant des sommes fraudées à 900 millions de dollars. Ses conclusions sont sans appel. L'analyse comparée des prix indiqués dans l'accord témoigne du caractère criminel des conditions de cet accord. Poutine refuse de présenter tout un ensemble de documents dans l'intention de cacher la vérité sur la situation des affaires. Quelle est l'implication réelle de Vladimir Poutine dans cette fraude? L'a-t-il couverte ou l'a-t-il organisée? Un document joint à l'enquête des députés prouve que Vladimir Poutine est directement impliqué. C'est cette licence d'exportation de bois qu'il a lui-même signée, alors qu'il n'en avait ni le droit, ni le pouvoir. On voit bien que c'est le camarade Poutine qui a autorisé ce marché. On voit sa signature et son nom ici. Il l'a fait activement. Et cela lui était agréable, car à cette époque, obtenir la signature d'une personne aussi importante sur le moindre papier, c'était absolument impossible sans payer. Et dans ces cas-là, à la mairie, on pouvait remarquer qu'il y avait les enveloppes et même des valises pleines d'argent qui circulaient. Car pour ce type de service, il fallait payer en cash. L'enquête parlementaire est transmise à Moscou. L'administration accuse réception et préconise que Vladimir Poutine soit écarté. Il doit être démis de ses fonctions et ne doit plus se voir confier de responsabilités publiques. Cette recommandation reste sans suite. Vladimir Poutine reste adjoint de Saint-Pétersbourg. Commettre un crime pareil n'est possible qu'avec le soutien du sommet des services de l'État. Et les gens qui ont commis cela, dont le camarade Poutine, avaient compris que toutes ces affaires seraient couvertes. L'affaire, transmise à la justice, est enterrée, mais elle a attisé la curiosité de la police locale. Au début des années 90, Andrei Zykov est inspecteur à la brigade financière de Saint-Pétersbourg. Avec 3 de ses collègues, il commence à enquêter discrètement sur Vladimir Poutine. Voilà ma carte de flic ordinaire. Inspecteur en chef au département des affaires économiques et de la corruption. Dans cette enquête, les policiers sont soutenus par le ministère de l'Intérieur russe qui leur fournit une carte spéciale. Et voici ma carte quand nous enquêtions sur l'affaire criminelle de Poutine. On nous a donné cette carte spéciale. Et c'était pour que l'on ne nous pose pas de questions, car si l'on disait que l'on enquêtait sur lui, l'équipe aurait été dissoute en 24 heures. Après 8 années de travail, les enquêteurs accusent Vladimir Poutine d'avoir mis en place un système criminel. Et qu'avez-vous trouvé sur Poutine? Qu'avons-nous trouvé? Une société criminelle, on a trouvé. Pratiquement toute la mairie de Saint-Pétersbourg était transformée en société du crime. En particulier ceux qui étaient dirigés par Vladimir Poutine. À l'époque, on donnait des pots de vin en appartement et pour cela, ils avaient créé une société qui permettait de faire participer beaucoup de monde à la corruption. Les chefs du gouvernement, les chefs de la procurature, les juges. En 1999, Andrei Zykov est licencié de la police de Saint-Pétersbourg. L'enquête est enterrée. Ce que les policiers avaient également découvert, c'est que pour asseoir son emprise sur la ville et s'enrichir, Vladimir Poutine aurait aussi collaboré avec la mafia. Dans le Saint-Pétersbourg des années 90, le chef de la mafia s'appelle Gennady Petrov. L'homme est incontournable. Tous ceux qui souhaitent faire du business passent par lui, car il aurait un atout maître. Il travaillerait main dans la main avec le maire adjoint Vladimir Poutine. C'est ce que va nous raconter le yakuza Kinichi Kamias.
Nous le rencontrons en Suède. Pour la première fois, ce membre du crime organisé japonais, désormais repenti, accepte de se livrer. L'homme, spécialiste des jeux d'argent, arrive à Saint-Pétersbourg pour développer le business des casinos. Ça, c'est en octobre 1992. Parmi ses associés russes, le chef de la mafia locale Gennady Petrov et son adjoint Sergueï Kouzmin. Là, c'est Kinishi. Là, c'est Sergueï. Et là, c'est Gennady. J'ai tout de suite vu que ce n'étaient pas des gens normaux. Ils avaient leur propre hôtel et des gardes du corps équipés comme des militaires, avec des mitraillettes pour se protéger. Ils venaient me chercher eux-mêmes à l'aéroport, et parfois même avec un bus. Moi, je me demandais, pourquoi un bus ? Et Gennady me disait, parce que dans cette ville, je contrôle aussi tout ce qui touche au transport. Gennady Petrov semble contrôler de nombreux business. Quelles étaient les relations avec les autorités ? De ce que je comprenais, il contrôlait tout. Il pouvait donc avoir toutes les autorisations. Le chef de la mafia aurait alors expliqué à Kinishi Kamias que le véritable maître du jeu serait en réalité le maire adjoint de la ville, Vladimir Poutine. C'est lui qui autorise l'ouverture de casinos. Ils m'ont expliqué, enfin Gennady m'a dit, que les autorisations venaient de Poutine. J'étais surpris, je me demandais pourquoi il contrôlait aussi les casinos. Peut-être qu'il voulait faire du business. Et Kinishi Kamias comprend qu'entre Vladimir Poutine et Gennady Petrov, il y aurait plus que les affaires. Ce que je comprends, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont amis. Ils étaient amis avec Poutine alors ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Vladimir Poutine, ancien du KGB, protégé du maire et de Moscou, règne en maître sur Saint-Pétersbourg. En 1996, le président Boris Yeltsin lui demande de le rejoindre à Moscou. Vladimir Poutine devient alors un homme clé du Kremlin. Et 2 ans plus tard, il est nommé directeur du FSB, le nouveau nom du KGB. Son rôle, protéger Boris Yeltsin et sa famille accusés de corruption. Pour moi, le retour dans les organes de sécurité, c'est le retour dans ma chère maison. Le 31 décembre 1999, acculé, Boris Yeltsin démissionne et nomme Vladimir Poutine président par intérim. Chers compatriotes, je viens de recevoir la charge de chef de l'État. Le nouveau maître du Kremlin signe immédiatement son premier décret, une immunité totale pour son prédécesseur et sa famille. Le président quittant son poste ne peut faire l'objet d'une enquête administrative ou d'une enquête judiciaire. Il ne peut être ni retenu, ni arrêté. Signé Vladimir Poutine. Le règne de Vladimir Vladimirovitch Poutine vient de commencer. En aurait-il profité pour entretenir ses relations et continuer à faire du business ? Officiellement, Vladimir Poutine, président, est un chantre de la lutte anti-corruption. Nous étudions aujourd'hui la question du perfectionnement de notre système anticorruption. Et aujourd'hui, je dois dire que nos lois et nos pratiques anticorruption sont au niveau des standards mondiaux. Mais à en croire Sergueï Kolesnikov, ce ne serait qu'une façade. En 2010, cet homme d'affaires a dû quitter précipitamment la Russie. Un jour, j'ai appris qu'un proche de Poutine voulait me piéger en mettant de la drogue dans ma voiture pour me faire envoyer en prison. Qu'avez-vous fait alors ? C'était très simple. J'ai pris mon portefeuille, je suis monté dans un avion et je suis parti. Depuis, il change régulièrement de pays pour donner ses rendez-vous. Cette fois, c'est à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Ici, il se sent en sécurité
Dans sa chambre d'hôtel, il nous fait écouter un enregistrement réalisé au cours d'une réunion avec ses associés, une des dernières. C'était en 2009 à Saint-Pétersbourg. Il dirigeait alors une entreprise de matériel médical aux résultats florissants. C'était une réunion de travail. On était tous les trois avec mes associés. On analyse les résultats financiers de l'entreprise. Selon Sergueï Kolesnikov, l'entreprise comptait un actionnaire caché, Vladimir Poutine. Grâce à lui, l'entreprise florissante aurait reçu de nombreuses commandes publiques, avec à la clé des bénéfices conséquents réclamés par un certain Mikhail Ivanovitch. De quel argent parle-t-on? Notre argent ou celui de Mikhail Ivanovitch? Mikhail Ivanovitch. L'argent de Mikhail Ivanovitch, c'est 439 968 000? C'est l'argent de Mikhail Ivanovitch? Qui est Mikhail Ivanovitch? Mikhail Ivanovitch, ce surnom pour nous, c'est Poutine. Pourquoi un surnom? Pour que nous puissions parler sans nommer un nom connu, pour être plus libres de discuter et ne pas attirer l'attention sur ce dont nous parlions. Ce jour-là, les associés de Sergueï Kolesnikov auraient acté le versement de l'ensemble des bénéfices, plus de 450 millions d'euros à leur associé caché, Vladimir Poutine. Un versement illégal. La fonction publique de Vladimir Poutine l'empêche de toucher de l'argent d'une entreprise privée. Cet argent, selon Sergueï Kolesnikov, Vladimir Poutine l'aurait utilisé pour construire ce gigantesque palais au bord de la mer Noire. Valeur totale, près de 1 milliard d'euros. Des sommes bien éloignées de la modestie affichée par Vladimir Poutine dans sa dernière déclaration de patrimoine officiel. Le président russe n'y déclare qu'un terrain de 1500 mètres carrés, un appartement de 77 mètres carrés, un petit garage, 2 vieilles voitures soviétiques et une Lada Niva avec sa remorque. Sergueï Kolesnikov a déjà accusé publiquement à plusieurs reprises Vladimir Poutine d'enrichissement illégal. Il n'a jamais été attaqué en justice. Vladimir Poutine, président, n'aurait donc pas coupé avec ce genre de pratique. Qu'en est-il de ses anciennes relations? Particulièrement avec Gennady Petrov, le chef de la mafia de Saint-Pétersbourg. Le 14 juin 2008, ce dernier et ses proches sont arrêtés en Espagne, sur les îles Baléares. La police vient les chercher dans son immense villa, qu'il avait faite construire avec vue plongeante sur la mer. Pablo Muñoz est journaliste d'investigation espagnol. Il a couvert cette arrestation. C'est une construction vraiment magnifique. La superficie est énorme. Il y a des centaines de mètres carrés et l'emplacement exceptionnel. C'est la maison d'un seigneur, d'un numéro 1. Sa puissance, Gennady Petrov en faisait la démonstration côté rue. C'est vraiment le genre de manias russes qui ont beaucoup d'argent et qui veulent le montrer. Il suffit de voir les colonnes. Ils ne veulent pas seulement avoir de l'argent, ils veulent que cela se sache. Train de vie fastueux, mais aucun revenu déclaré. En 2007, la justice espagnole commence à s'intéresser à Gennady Petrov. Le chef mafieux est mis sur écoute et sous surveillance. L'opération Troïka est lancée. Regardez dans cet arbre. Les enquêteurs y ont placé une petite maison pour les oiseaux. Mais dedans, il n'y avait rien pour les oiseaux. Juste une caméra de surveillance qui enregistrait les allées et venues de Petrov et de sa famille. Ils ont surnommé la caméra le nid du coucou. Petrov n'a jamais su qu'il faisait l'objet d'une enquête. Parmi les procureurs à l'initiative de cette enquête, José Grinda. Dans les écoutes téléphoniques qu'il a ordonnées, il découvre stupéfait l'ampleur des liens entre la mafia russe et le gouvernement de Vladimir Poutine.
il accepte d'en parler devant une caméra pour la première fois. Quand vous lancez l'enquête, qu'est-ce qui vous surprend dans les écoutes? Monsieur Petrov parle avec certains hommes politiques et certains fonctionnaires. Ensuite, il y a des conversations dans lesquelles ils évoquent les intérêts de Petrov en Russie. Et ils parlent sur un ton qui n'est pas un ton amical, mais plutôt un ton pour obtenir des résultats de l'influence de ces personnes publiques. Pour moi, c'est ce que l'on appelle le trafic d'influence. Un trafic d'influence qui aurait notamment lieu entre le chef de la mafia Gennady Petrov et Tolik, autrement dit Anatoly Serdyukov, le ministre de la Défense de Poutine. C'était une relation très intime. Ce n'est pas comme s'ils se connaissaient à peine. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Petrov entretenait une relation de supériorité hiérarchique vis-à-vis de Serdyukov. Peut-être pas hiérarchique, mais en tout cas de supériorité. Dans les conversations, dans la façon de parler, Serdyukov est clairement en dessous de Petrov. Des liens entre le chef mafieux Gennady Petrov et un ministre proche de Vladimir Poutine, donc. Mais celui-ci pourrait aussi figurer en personne dans les conversations enregistrées grâce à un surnom qui revient régulièrement dans les écoutes, celui de premier. Comme dans cette conversation entre Gennady Petrov et son fils Anton, où le premier semble avoir la main sur tous les types de business. Le 26 novembre 2007, à 9h06, Anton Petrov appelle son père Gennady. Petrov lui explique qu'il a vu le premier au sujet des avions. Le premier est prêt à aider à la fois sur le dossier des avions, mais aussi pour les terres et le business de l'électricité. Quand nous lui demandons qui se cache derrière ce surnom, le procureur botte en touche, sourire au bord des lèvres. Dans quelles circonstances est évoqué le nom premier et qui évoque-t-il? Je ne sais pas, je m'en souviens pas. Mais il tient à nous montrer rapidement ce document manuscrit. Cela a été trouvé au domicile de M. Untoria, avocat de Petrov, et qui est aussi sur le banc des accusés. Pour M. Poutine, terrain sur Malaga, pas acheté. On ne sait pas ce que cela veut dire. Selon nos informations, les enquêteurs auraient la conviction que c'est bien Vladimir Poutine qui se cacherait derrière le surnom de premier utilisé par Gennady Petrov. Relâché par l'Espagne dans l'attente de son procès, le chef mafieux vit aujourd'hui tranquillement en Russie, protégé par le gouvernement russe qui refuse de l'extrader. Ce trafic d'influence, d'autres en auraient été témoins au plus haut niveau. Vladimir Milov a été ministre adjoint de l'économie de Vladimir Poutine de 2000 à 2002. Selon lui, sous l'influence du maître du Kremlin, la Russie s'est transformée en kleptocratie. Il a établi un contrôle total des biens et des revenus dans les industries principales. Et il a fait cela avec les gens de son cercle proche et certains dont la rumeur dit qu'ils sont connectés avec le crime organisé de Saint-Pétersbourg. Pour moi, c'est du crime organisé en soi, car c'est une chose criminelle pour des bureaucrates de pouvoir, contrôler le cash flow. Ils reçoivent tous les contrats d'État, les financements. Et ils inventent même des projets spécifiques absolument inutiles. Peut-on dire que Poutine est le parrain? Absolument, il contrôle tout personnellement. Ainsi, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, ses plus proches amis,
surnommée la bande de Saint-Pétersbourg, aurait été récompensé. Comme son conseiller juridique à la mairie de Saint-Pétersbourg, Dimitri Medvedev, devenu Premier ministre et même président pendant quelques années, ou son secrétaire à la mairie, devenu patron de Rosneft, la plus grande entreprise pétrolière russe. Il y a aussi les frères Arkady et Boris Rothenberg, amis de judo de Saint-Pétersbourg, bénéficiaires de nombreuses commandes d'État et aujourd'hui multimilliardaires. Ce vieil ami, devenu président de Rossiya, la banque de l'élite russe, quand un autre, Nikolai Chamalov, ancien du KGB, en est devenu l'actionnaire principal. Quant à son fils, Kirill Chamalov, il a été promu plus jeune milliardaire de Russie en devenant miraculeusement actionnaire de la compagnie pétrolière russe Sibur, juste après son mariage avec Yekaterina, la fille aînée de Poutine. Un gendre milliardaire qui pourrait servir de prête-nom à Vladimir Poutine pour mettre à l'abri une partie de son patrimoine. Souvenez-vous, la demeure de luxe au bord du golfe de Finlande, gardée 24 heures sur 24 par les services secrets russes, elle serait exclusivement occupée par Vladimir Poutine. Mais officiellement, le propriétaire du domaine c'est Sibur, la compagnie de gaz détenue par Kirill Chamalov. Un gendre accommodant que l'on retrouverait derrière d'autres biens de luxe qui pourraient appartenir en réalité au président russe. Biarritz, dans le sud de la France. Au-dessus de la plage Chambre d'Amour, perchée sur la falaise, une des plus belles villas de la côte. 300 mètres carrés, 2000 mètres carrés de terrain, elle est estimée aux alentours de 4 millions d'euros. Pierre Haffner est militant anticorruption. Cette maison, il s'y intéresse depuis que des Russes s'y sont installés il y a une dizaine d'années. La terrasse là, d'après les voisins, a été faite lorsqu'ils sont arrivés. Et comme vous voyez, il y a un mât métallique et c'est une grande voile qui se déploie. C'est pour qu'ils puissent se bronzer sans être vus par les voisins. Il y a les buissons, les arbres et ensuite les palmiers. Donc c'est les gens qui cherchent à se protéger. Un propriétaire qui se cache de la vue des voisins et qui dissimule son identité. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres et il n'y a pas de numéro. Également ici, il n'y a rien d'inscrit. Les volets sont fermés. La villa n'est pas habitée pour le moment. Pour découvrir l'identité du propriétaire, l'homme a mené son enquête. J'ai rencontré des artisans qui sont venus travailler ici. L'homme il m'a dit, mais j'ai travaillé pour Poutine ici. Et il m'a dit, ils m'ont payé tout en liquide. Et vous ne trouverez rien sous le nom de Vladimir Poutine. Rien sous le nom de Vladimir Poutine. Mais sur les documents fournis par l'État français, le propriétaire de cette villa est Kirill Chamalov, le gendre du président russe. Mais le proche, sur lequel s'appuie le plus Vladimir Poutine, est un ami de longue date. Panama Papers. Panama Papers. En avril 2016, éclate le plus grand scandale financier des dernières années, les Panama Papers. Plus de 11 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'affaires panaméen Mossack Fonseca. Tous racontent la même chose, la création de offshore dans des paradis fiscaux, avec un but, blanchir l'argent de la fraude fiscale ou de la corruption. Au banc des accusés, Sergueï Roldugin, l'un des plus célèbres musiciens russes, mais aussi parrain de la seconde fille de Vladimir Poutine, et son meilleur ami depuis l'enfance. Sa signature figure sur des documents ayant permis de cacher plus de 2 milliards de dollars au Panama. S'agit-il de sa fortune personnelle ou aurait-il accepté de dissimuler l'argent de son ami d'enfance Vladimir Poutine ? À Saint-Pétersbourg, Sergueï Roldugin vient régulièrement jouer à la Philharmonie. L'homme est connu pour sa modestie. Ilya Tcherkassov est le directeur de l'établissement. Pour lui, le musicien n'a rien d'un homme richissime. C'est un homme qui me semble très tranquille vis-à-vis de l'argent. Pas intéressé. Un homme, disons-le comme cela, qui ne se comporte et ne vit pas comme quelqu'un qui aurait 2 milliards de dollars.
Quand il vient à la Philharmonie, il me demande à l'avance par téléphone, car il conduit lui-même, de lui réserver une place de parking si c'est possible. Un milliardaire se comporte autrement. Mais en revanche, il a été le témoin direct de l'amitié entre Sergueï Roldugin et Vladimir Poutine. Il était et reste un ami de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Je les ai vus ensemble une fois à la cérémonie en l'honneur d'un musicien, il y a 4 ans à la Philharmonie. Ils étaient invités tous les deux. On les voyait ensemble, et oui, on voyait que c'était des proches. Alors le président russe aurait-il utilisé l'amitié qui le lie aux musiciens pour s'en servir de prête-nom et ainsi cacher sa fortune personnelle? Nous tentons de joindre Sergueï Roldugin. Je suis journaliste de la télévision française. Il serait possible de parler à Sergueï Pavlovitch Roldugin? C'est pas le bon numéro. C'est la réponse systématique faite aux journalistes étrangers. Mais devant les journalistes russes, sur la première chaîne nationale, l'homme a tenté de se justifier. Son explication sur les 2 milliards de dollars, des dons à but éducatif obtenus auprès de mécènes. L'apprentissage de la musique est très cher et très individualisé. La prise en charge des musiciens coûte très cher. Alors je demande de l'argent à mes amis. Et sans doute je finis par les énerver à force de leur demander de participer financièrement à mes projets. Mais ça marche pas mal. Et à l'en croire, il n'a aucun problème à justifier l'utilisation des fonds. Les sommes qui sont à moi, je sais où ça va. Je peux montrer les instruments que j'achète. L'instrument 1, l'instrument 2, les 4 pianos que je viens d'envoyer à Sotchi dans une école de musique. Cette version des faits, les journalistes russes qui ont travaillé sur les Panama Papers n'y croient pas. À Moscou, au siège de Novaya Gazeta, un des derniers journaux russes indépendants, nous retrouvons Roman Chlenov. Pour lui, l'explication musicale sonne faux. En réalité, cette réponse n'est pas sérieuse. 2 milliards de dollars. Ça ne correspond pas aux quelques instruments qu'il a ramenés de l'étranger. Avec 2 milliards de dollars, il aurait inondé le pays d'instruments de musique. Et il ne voit qu'un seul bénéficiaire possible. La question se pose de qui contrôle exactement les moyens? Et qui a besoin de Roldugin pour ne pas se montrer et ne pas montrer que ces moyens sont à lui? La première idée qui vient, c'est le président russe. Eh bien, c'est très dur de le prouver, vous comprenez, c'est un ancien des services secrets. Il ne doit pas figurer sur les documents. Un fonctionnaire russe intelligent ne laisse jamais sa signature sur le moindre dossier. Pour cela, il fait appel à une personne de confiance, un ami proche ou un lointain de la famille. Il reste tout de même une question. Pourquoi accumuler autant d'argent ? Je ne sais pas pourquoi un homme veut contrôler toutes ses ressources financières. On ne sait vraiment pas à quoi c'est destiné. Au final, et quel est le rôle de son entourage aussi? Cette question, nous l'avons posée au maître du Kremlin, comme une trentaine d'autres. Êtes-vous le bénéficiaire final de l'argent des Panama Papers? Avez-vous demandé à M. Roldugin de signer pour vous des documents? Quelle est la destination de l'argent? Sans réponse. Nous devons nous contenter de la version donnée par Vladimir Poutine sur la chaîne pro-gouvernementale Russia Today en avril 2016. Selon le président russe, Sergueï Roldugin est un homme honnête, tout comme lui. Plus il y aura de gens comme lui, mieux ce sera.
Et je suis fier d'être son ami. Et ils construisent la chose. Il y a un ami du président russe, sans doute ça doit avoir affaire avec de la corruption. Mais quelle corruption? Il n'y a aucune corruption. Rien à cacher donc. Pourtant, depuis plusieurs années, dès qu'une personne s'apprête à montrer les preuves de la corruption de Vladimir Poutine, du gouvernement ou des oligarques, le Kremlin n'hésiterait pas à la menacer, voire la sacrifier. La menace de mort. L'homme d'affaires, William Browder, vit avec en permanence. Ce soir-là, à Londres, il organise une cérémonie d'hommage à Sergueï Magnitsky. Sergueï Magnitsky était mon avocat. Il a été tué car son crime est d'avoir exposé la corruption du système Poutine. Quand j'ai eu la nouvelle le 17 novembre 2009 au matin, j'ai eu le cœur brisé et ça a changé ma vie. En 2009, après 2 années d'enquête, Sergueï Magnitsky vient de prouver que de hauts responsables russes ont volé 250 millions de dollars lors de l'expropriation illégale de son patron, William Browder. Il informe la justice russe de ses découvertes. La réplique est immédiate. L'homme est arrêté pour fraude fiscale et emprisonné. Il a été arrêté et mis en détention préventive, puis torturé pour qu'il retire son témoignage contre les officiels du gouvernement. Il était dans une cellule sans chauffage et sans fenêtre en décembre à Moscou, où il fait froid à mourir. Il a été plus résistant qu'il ne le pensait et il a refusé de signer une confession et de se parjurer. Il a été battu à mort de nuit par 8 gardes. Il avait 37 ans, une femme et 2 enfants. Pour comprendre pourquoi son avocat gênait tant les autorités russes, William Browder se lance dans une enquête avec un but, retrouver les 250 millions de dollars volés grâce à l'expropriation. Au bout de 7 ans, se dessine enfin le circuit de l'argent au travers de dizaines de sociétés offshore jusqu'à l'un des bénéficiaires, Sergueï Roldugin, ami d'enfance de Vladimir Poutine. C'est le flux d'argent que Sergueï Magnitsky a découvert et la raison pour laquelle il a été tué. L'argent passe par des banques russes, des banques moldaves, jusqu'à arriver au compte de Roldugin, le fameux violoncelliste des Panama Papers qui est l'ami d'enfance de Poutine et son prête-nom. La morale de l'affaire Magnitsky est que si vous avez quelque chose que les autorités veulent voler, ils vont le voler. Et plus cette chose a de la valeur, plus ils mettront de moyens pour le voler. Et si vous faites quoi que ce soit pour leur barrer le chemin, alors rien ne les arrêtera. Même vous tuer ou tuer vos employés, et en le faisant de la manière la plus sadique possible. Décidé à venger son avocat, William Browder attaque de front Vladimir Poutine. En décembre 2012, il parvient à faire adopter par les États-Unis le Magnitsky Act. Cette loi permet de geler à l'étranger les biens mal acquis des officiels russes. La loi Magnitsky ruine le modèle de business de Poutine. Il a travaillé dur pendant 17 ans pour voler en commettant des crimes et maintenant, avec l'argent bloqué à l'Ouest, cela n'en vaut plus le coup. Il est touché au cœur de ce qui est le plus important pour lui. Conséquence pour William Browder, il serait lui-même devenu l'ennemi numéro 1 du Kremlin. J'ai été menacé de mort, de kidnapping. De nombreuses enquêtes criminelles sont ouvertes contre moi en Russie. J'ai été condamné à 18 ans de prison par contumace. Les Russes veulent me tuer. Mais ils veulent me tuer de telle sorte que cela n'ait pas de répercussions pour Vladimir Poutine et pour son régime. Donc, ils doivent trouver une façon de me tuer qui ne ramène pas l'enquête vers eux. Et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Ils y pensent, j'en suis sûr. Ils en parlent. Et moi, je dois les empêcher d'y arriver.
L'avocat de William Browder n'est pas le seul à être tombé dans ce combat contre la corruption. En 2006, prise depuis cet hôpital londonien, une photo fait le tour du monde. Des cheveux tombés par poignées, une peau jaunie. Alexandre Litvinenko, ancien agent russe du FSB, se meurt, rongé de l'intérieur dans un hôpital londonien. Sa femme Marina convainc le personnel soignant et Scotland Yard de rechercher les causes de cette maladie soudaine et inexpliquée. Quand Alexandre était hospitalisé et que je disais qu'il fallait vérifier si ce n'était pas un empoisonnement, les médecins me regardaient comme une folle, en ne comprenant pas comment un homme pouvait arriver à l'hôpital avec les signes d'un empoisonnement radioactif et que des gens aient pu vouloir le tuer. L'ancien agent du FSB enquêtait ouvertement sur les liens entre le Kremlin de Poutine, le crime organisé et le blanchiment d'argent en Europe. Ouvertement, signant ainsi son arrêt de mort. Alexandre était bien informé, et ce n'était pas bon pour Poutine. Le fait que mon mari possède des informations gênantes, qu'il était prêt à partager, ce n'était pas un homme prêt à se taire, et ça, Poutine l'a compris. Le 23 novembre 2006, après 3 semaines d'agonie, Alexandre Litvinenko meurt. Sa femme saisit la justice. Les conclusions de l'enquête sont formelles. Alexander Litvinenko a été victime d'un meurtre. Empoisonné au polonium-210, un métal 400 fois plus radioactif que l'uranium et que seul un réacteur nucléaire peut produire. C'est du matériel radioactif qui a été utilisé, et la quantité qui a été retrouvée est sans précédent. Cela veut dire que c'était un acte de terrorisme d'État. Qui a pu autoriser que du matériel radioactif soit transporté jusqu'à Londres et utilisé là? Qui a donné l'autorisation? C'est une partie importante de la question, savoir qui porte la responsabilité de cela et qui doit être puni. Pour Marina Litvinenko, l'identité des commanditaires ne fait aucun doute. Elle s'appuie sur l'enquête de Scotland Yard pour pointer du doigt Vladimir Poutine et le chef des services secrets, Nikolai Patrushev. Dans l'enquête publique, quand on parle de Patrushev, le patron du FSB, ou de Poutine, il y a le terme « probablement ». C'est un terme juridique qui en fait dit que ce crime n'aurait pas pu arriver sans eux. Vladimir Poutine n'a jamais été accusé officiellement. Mais l'enquête est remontée jusqu'à 2 anciens membres des services secrets russes qui vivent aujourd'hui en Russie, protégés par le pouvoir. Comme si le crime d'État faisait partie du système. L'État russe est devenu une structure de corruption. Et pour se défendre contre ceux qui critiquent ou qui voudraient mettre à jour la corruption, ils ont ce qu'il faut pour les faire taire. Malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui. Ce climat de menace, nous l'avons ressenti plusieurs fois au cours de notre enquête, comme cet appel d'un agent du FSB, les services secrets russes, tentant de nous dissuader de poursuivre notre travail. Qu'est-ce que vous cherchez là sur Poutine et Saint-Pétersbourg? Moi, tout ce que je vois, c'est propre. Il n'y a pas de corruption. Si, il y a beaucoup de choses. Pour moi, franchement, c'est une honte de la part d'une Russe, une telle saleté. Une autre personne a également pris contact avec nous. Il s'agit de l'homme de main d'un industriel lié au Kremlin sur lequel nous avons enquêté. Il propose de nous rencontrer. Équipé d'une caméra cachée, nous lui donnons rendez-vous dans un café du centre de Moscou. Bonjour. Bonjour, oui, très heureux. Nous filmons en caméra cachée. On va faire ça comme ça. Je ne vous cite pas, vous ne citez pas, ça reste entre nous. Je ne suis personne, vous me comprenez? Nous commençons à l'interroger sur son travail. Pourquoi ça vous intéresse? Je comprends pas. Parce que nous sommes journalistes.
Quel journaliste? Si vous étiez journaliste, vous écririez sur autre chose. Vous savez ce que vous faites? C'est pas de l'enquête journalistique. J'aimerais bien savoir qui vous paie et d'où vous vient l'idée à vous, qui avez l'air si sympathique. L'homme se met alors à changer de ton, il devient menaçant. Même si c'est pas toujours agréable, il y a des moments où il faut savoir discuter. Parce que vous savez, quand il y a des choses délicates dans les films, parfois on oublie celui qui a tué. Du coup, ensuite, on tue celui qui a tué, et ça finit dans des opérations très difficiles. Depuis notre rencontre, l'homme ne nous a jamais recontactés. Corruption généralisée, lien avec la mafia, assassinat. Combien de temps le système Poutine peut-il encore durer? Rendra-t-il un jour des comptes? Aujourd'hui, le secret de sa survie, ce serait de garder le pouvoir. Il pense à sa propre survie et à la survie de ses amis au jour le jour. Il fait ce qui est nécessaire aujourd'hui pour survivre jusqu'au jour suivant. C'est la Russie à laquelle nous faisons face et c'est pour cela que c'est si difficile pour nous de comprendre ce qui se passe. Historiquement, je pense qu'il est déjà en train de prendre la sortie. La question est combien de temps il va encore tenir le pouvoir. Beaucoup de gens vont vouloir le poursuivre en justice. C'est la raison pour laquelle il veut rester président de la Russie, car il comprend que moi et beaucoup d'autres victimes de ces crimes vont vouloir le juger pour ces crimes. Dans 10 jours, quand Vladimir Poutine sera réélu au premier tour d'une élection jouée d'avance, il gagnera 6 années supplémentaires de pouvoir absolu, synonyme d'immunité.